Alors, une autre forme de voyage que nous réalisons grâce à vous trois dans vos romans, c'est la belle idée de la science-fiction qui est le voyage dans le temps. Parce que vos romans nous projettent dans le temps. Alors, chez vous, par exemple, Jean-Luc Lucien, dans un diptyque qui est Katana, vous nous emmenez dans le Japon féodal, un Japon féodal un peu revisité, certes, mais on voyage dans le temps comme ça. Alors, en fait, il est assez peu revisité. Ça se passe effectivement à la limite à l'époque de la Renaissance pour nous, mais qui est le passage en fait au Japon entre le Japon féodal, l'ancien Japon, et puis cette ouverture vers le Japon moderne. L'époque où les samouraïs commencent à disparaître les uns après les autres, mais où les traditions sont toujours là, extrêmement présentes, extrêmement prégnantes. Moi, ce qui m'intéressait, alors, je dois confesser que je n'ai pas scénarisé ce livre tout seul. Ce livre, il a 15 ans, et c'est toujours un projet de bande dessinée que je dois réaliser avec mon frère cadet. Lequel frère cadet va au Japon tous les ans, ou au pire tous les 18 mois. Ça doit être un des seuls occidentaux, à ma connaissance, à avoir fait tout le Japon à pied. Ouais, il y va, et puis il décide que cette année... il va Quand faire on parle de voyage... Voilà. Lui c'est son truc, c'est le Japon, et il en a rapporté des dizaines et des dizaines de légendes japonaises qui ne sont pas connues chez nous. Et puis on les a mises bout à bout, on les a un petit peu travaillées, on a essayé de rendre tout ça cohérent et d'en sortir un livre qui soit, qui soit abordable par des Occidentaux. Parce que nous sommes deux mondes qui vivons sur la même planète, mais pas tout à fait sur le même niveau de réalité, et comprendre, je le confesse, je comprends bien l'Asie, le Japon m'est encore, par certains aspects, étranger. Donc je fais confiance à mon frère. Le problème aussi, c'est que pour faire une bande dessinée, il faut trouver une bonne année sabbatique pour tout faire. On n'a pas encore trouvé ça sur nos agendas. Donc j'ai fait le bouquin, je l'ai signé tout seul, et puis il signera tout seul la bande dessinée qu'on est en train de scénariser ensemble. L'idée, c'était deux formes de voyage. Il y a un voyage géographique parce que ça se passe dans le Japon. C'est un Japon qui n'est pas détaillé, mais voilà, dont on reconnaît certaines régions assez facilement. Et puis c'est surtout le voyage qui mène des adolescents à l'âge adulte avec tout ce que ça comporte de choix, de renonciation. On parle depuis tout à l'heure du voyage et des livres. Je crois que c'est assez étonnamment la même chose. Le voyage est amené à nous changer, le voyage est amené à nous faire grandir. C'est exactement ce qui se passe quand on a rencontré le bon livre et qu'on l'a lu et qu'on se l'est approprié. On est de toute façon changé à la fin, et pour Katana, c'était quelque chose d'à la fois extrêmement personnel et puis voilà, un hommage que je voulais rendre au travail de mon frère. Hommage rendu. David Brie, avec vous aussi, avec Passilver, on a un voyage temporel, mais un voyage temporel, c'est un peu indéfini. Personnellement, quand j'ai lu le roman, d'après certaines indications, comme par exemple l'intervention du roi cerf qui porte les cornes, donc c'est Cernunnos, j'ai eu l'impression qu'on était à une période, au tout début de l'expansion celte, les clans qui se battent, etc. Moi, si je me trompe, vous aviez une idée d'une époque en tête? Alors, je vais faire une révélation sur... j'écris toujours en musique. C'est pas la grande révélation, mais quand j'ai écrit Que passe l'hiver, j'avais en fond d'écran Cernunnos. Donc c'était effectivement, ça vient de là, pas que de là. Que passe l'hiver, c'est quelque chose qui vient, le monde de la carrière vient effectivement beaucoup du monde celte, du début des mondes celtes. C'est aussi un monde qui est très imprégné des sagas nordiques. C'est un monde où il y a beaucoup de légendes orales. Il y a des conteurs qui rappellent les légendes, qui racontent les légendes pour que tout le monde les connaisse. Et du coup, ce monde, il vient effectivement des Celtes. Il y a aussi un peu d'images des légendes, d'esprit des légendes arthuriennes, avec tout ce qui tourne autour de la forêt, autour de la nuit, un peu de la magie aussi, voilà, de cette ambiance que moi j'ai beaucoup aimé dans
dans les légendes arthuriennes. Et puis le roman se passe durant l'hiver, et de la première page à la dernière page, il neige, ou alors le roman raconte à quel point la clairière est enneigée. Et c'est en ça, et avec ces poèmes contés, qui se rapprochent aussi beaucoup, à mon sens, des légendes scandinaves. Et d'ailleurs, souvent dans les romans de fantasy, on invente des noms, des prénoms, des termes, pour que passe l'hiver. Je n'ai pas voulu inventer, parce que ça me paraissait pas adapté. Je crois que je voulais vraiment faire quelque chose, créer un monde qui parle à chacun. Et du coup, pour parler à chacun, je crois que c'est plus facile d'agréger des choses que l'on peut partager. C'est-à-dire que les légendes arthuriennes, on les connaît tous plus ou moins. La Celte primitive, on la connaît tous plus ou moins. Les dieux scandinaves, on les connaît tous plus ou moins. Et du coup, ce que j'ai fait pour les noms, c'est que j'étais sur Internet, je suis trop paresseux. J'étais sur Internet et j'ai cherché des sites de prénoms scandinaves. Et je suis tombé sur un site qui recensait beaucoup de prénoms scandinaves et de termes scandinaves. Et tous les noms viennent de là. Et du coup, les noms ont une signification. Et ce qui était assez amusant, c'est que quand je cherchais un prénom pour l'un des personnages, il fallait évidemment que la sonorité me plaise, parce que le son est très important quand on écrit, mais il fallait aussi que le sens convienne au nom du personnage. Et j'ai aussi vraiment, j'allais dire, amusé. C'est pas... Il y a une vraie recherche là-dessus. Et donc, pour conclure, effectivement, il y a beaucoup de mots de secte, mais il y a aussi de l'esprit scandinave. D'accord. Quant à vous, dédié au Corafor, vous avez fait le choix du futur. Et j'ai l'impression qu'à travers vos romans, on va nous emmener dans un futur qui est, me semble-t-il, de plus en plus éloigné. J'ai vu, alors je m'en excuse, je n'ai pas lu Cabu, c'est le seul de vos romans que je n'ai pas lu en anglais, et il vient de sortir ici en avant-première en français, et donc je confesse, j'ai très honte, ça m'arrive rarement, mais là je ne connais que la 4e de couverture du roman, et j'ai vu qu'il s'agissait là d'un voyage, d'une épopée spatiale. Si vous pouvez nous en dire plus, parce que j'avoue que là je suis très curieux. Yeah, Kabu Kabu is a collection of short stories. It's a collection of short stories that I have written over several years. I can't remember exactly how long. I'd say over 10 years. And so within it, there are stories that are set in the future, the present, and the past. So it's a lot. It's a lot. It's all over the place. And as I'm talking, I'm trying to pull it all together in my mind, like how I would describe Kabu Kabu. I think Kabu Kabu is a very good vehicle to sample my works as a whole, because I write about a vast diversity of things, mainly with African female characters. I'm just kind of going through everything, but it's still a vast, it's just a plethora of things. So even the title Kabu Kabu is like, it's an illegal taxi cab in Nigeria, and that's what it's named after, because one, there's a story called Kabu Kabu, which I will get to, but I view each of the stories as vehicles that get us where you need to go, no matter where you need to go, whether it's legal or not. So that's where the title comes from. But so within the short stories, you have stories that take place in the past that feature, and those tend to be somewhat fantastical. You've got stories that take place in the future. I'm thinking of my story Spider the Artist, which takes place in the near future, a near future Nigeria where oil is still the main export, and the government and the oil companies like Shell have created these artificially intelligent robots that guard the pipelines from people who bunker. Bunker means stealing oil from the pipe, like tapping oil from the pipelines, and that was happening a lot. That happens now.
And these robots are so focused on their goal that if you touch a pipeline, which run like behind people's houses, that's how they are built now. You have some of these pipelines that actually run right close to the people, through streets, through behind people's homes, etc. And if a person happens to even touch one of those robots will come and tear you apart. And, and so these things have been created by the government and the oil company to protect their investments and their products. So that's just one story, and so that's near future. You've got one distant future. So they're all very much narratives that take you to a different part of the world for many readers, unless you live in those regions, but also different times.